Dis, Florian, c'est quoi cette bouteille? C'est quoi cette bouteille? Florian, tu as écrit tes questions pour le débat? Alors, cette bouteille, c'est 500 millions de bouteilles par an dans le monde, d'accord? C'est 28 millions en France. Il n'y a même pas la moitié qui est recyclée, donc je t'explique même pas ce qui doit se passer dans la nature. On en parle avec nos invités? Ah ben, il vaut mieux, oui. Au fait, la bouteille, dans quel bac? Bleu, vert, jaune, je sais plus. Ouais. Bonjour à vous si vous nous rejoignez pour cette seconde partie de Via Nova au sommaire. Caroline. Un territoire zéro déchet, il paraît que c'est possible. En tout cas, certains y travaillent. On en parle avec nos invités dans la deuxième partie. Et puis d'Acquidaltro, le nouveau programme court de Via Nova qui nous emmène à la rencontre de la diaspora. Aujourd'hui, c'est Jean-Baptiste Cabrera qui nous fait découvrir Dubaï. Yes. Ouais. Et puis vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Via Nova et nous poser toutes vos questions en direct. Nous y répondrons avec nos invités. Et comme chaque jour, c'est Marie-Jo arrive pour la revue de presse. Ça va? Oui, oui, tout depuis à fait. Tout à l'heure. Moi, je suis affligée par votre gestion du tri sélectif. On a voulu se renseigner, mais bon, on attend le débat. C'est mieux, Oui, ça va vous aider. Mais, bien sûr. On parle un peu d'Aznavour? Allez, oui, voilà, c'est l'information évidemment qui domine, la disparition de Charles Aznavour, à tel point que tout le reste passe inaperçu. On sait par exemple que Gérard Collomb a démissionné quand même. Il a présenté sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a refusé et c'est passé totalement inaperçu. Ah bon? Il a pas voulu? Non, il n'en a pas voulu. Il n'en a pas voulu. Et en même temps, puisqu'elle a été refusée, c'est un peu un non-événement. C'est tout à fait, en tout cas, la place que ça occupe, celle d'un non-événement, c'est clair. Alors, pour évoquer Aznavour, évidemment, tous nos journaux vont utiliser des titres, des paroles de chansons, ça paraît logique. On commence avec Le Figaro. Pour lui, c'est formidable. Voilà, le quotidien. Vous pourriez presque le faire en m'aidant et en chantant. Presque. Le quotidien explique que le chanteur était resté fidèle à l'Arménie, son pays d'origine, sans jamais perdre de vue ce qu'il devait à la France, son pays d'accueil. Pour Libération, c'est hier encore. J'avais 20 ans. Ben oui. Voilà, accompagné d'un sobre Charles Aznavour, 1924-2018. Le quotidien, lui, revient surtout sur ce dernier de cordée, en fait, qui a réussi. C'est la dimension du rêve d'émancipation républicain qui occupe surtout les articles et l'édito de Libération. Sur La Voix du Nord, c'est à jamais formidable. Donc, on revient encore sur le formidable, évidemment. Le dernier géant de la chanson s'en est allé, laissant une œuvre immense et des souvenirs par milliers. Le quotidien lui consacre quand même 12 pages. C'est pas mal. Ouais, c'est quand même énorme. De son côté, Libération, titre Le Grand Charles. Bon, le Grand Charles, pour nous, c'était peut-être plutôt De Gaulle, mais bon, maintenant, c'est Charles Aznavour, le petit Charles, qui est devenu le Grand Charles. Et précise donc beaucoup de chiffres. Regardez, 180 millions. Pardon? C'est l'UMA. C'est l'UMA. Exactement. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas dit l'UMA. J'ai dit Libération. Oui, c'est l'humanité. Je vais être honnête. C'est l'humanité. On vient de me le dire. Parce que je n'ai même pas remarqué. C'est absolument bien fait. C'est l'humanité, forcément, avec plein de chiffres. 180 millions de disques vendus, 1200 titres enregistrés et Aznavour qui s'est éteint à l'âge de 94 ans. Donc l'humanité avec une pleine de chiffres. La Dépêche du Midi qui titre... Je ne me trompe pas, c'est ça, qui titre sobrement Une voix s'est éteinte. Mais regardez, là, on a les paroles quand même de mourir d'aimer, comme on le peut, etc. Pour n'emporter que ce qui fut nous, que ce qui fut toi. Voilà. Mais vous auriez pu nous le chanter, mais il y a une autre information sur cette une. Oui, regardez, elle est toute petite, elle est là. Ah oui. C'est Muriel Robin, effectivement, qui une toute petite place qui est laissée à Muriel Robin, qui revient sur son combat. Son combat contre les violences conjugales. Vous savez, hier a été diffusé le téléfilm sur Jacqueline Sauvage. C'était Muriel Robin qui interprétait le rôle. Et elle s'est engagée maintenant dans ce combat sur effectivement les violences faites aux femmes. Et elle prend la parole là pour se prononcer aussi sur les mesures prononcées par Marlène Schiappa. La secrétaire d'État chargée à l'égalité entre les femmes et les hommes a lancé une campagne télévisée de 4 millions d'euros quand même, qu'on a vu justement avant la diffusion du téléfilm. Et elle invite les témoins à dénoncer les faits. Alors évidemment, elle rappelle qu'il ne s'agit pas d'affaires privées, il ne s'agit pas de dénoncer une affaire privée, il s'agit quand même de personnes en danger. Donc c'est pour ça qu'elle invite à la dénonciation, parce que autrement c'est toujours un terme qui est extrêmement connoté, en appelant par exemple le 3919, qui est un numéro évidemment qui est complètement dédié à cette cause. Muriel Robin, elle, se demande un petit peu comment ça va se passer et comment les gens qui pourraient témoigner vont être aussi protégés, parce qu'en général il s'agit de personnes extrêmement violentes. Elle rappelle aussi qu'il y a un rassemblement ce samedi à Paris, à 13h, devant le Palais de Justice.
Alors c'est un moment plutôt important qu'on suivra de très près, hein, bien sûr. Oui, tout à fait. Nous suivrons tout ça. De son côté, nous avons le journal La Croix qui consacre aussi sa une à Charles Aznavour, hein, rien d'étonnant. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'édito Manger mieux. Et ce titre-là, les Français sont de plus en plus attentifs à la qualité de leur alimentation parce que c'est aujourd'hui que la loi agriculture et alimentation doit être présentée et définitivement acceptée à l'Assemblée nationale. On retourne en Corse ? Oui. Allez, Corse Matin consacre sa une à... Vous avez vu, je suis de mieux en mieux hein, sur les relances. Un monstre. Allez, on retourne en Corse. Oh oui, voilà. On se demandait à quoi la une allait être consacrée. Eh bien, à Charles Aznavour, tout en haut de l'affiche. Mais ce qui nous intéresse et ce qui vous intéresse, c'est cette information-là. Mondologne ranime la flamme. Mondologne ranime la flamme. Incinérateur, on parle d'incinérateur. Et oui, 7 élus du groupe de droite perdent la veine et sont partis à Issy-les-Moulineaux, le fief d'André Santini, pour découvrir un centre d'incinération de référence, un modèle en soi. 510 000 tonnes sont incinérées sans fumée toxique. 80 000 logements sont chauffés par la chaleur générée par l'incinération. Et une turbine est alimentée par les vapeurs qui permet à cette centrale de s'autogérer et d'ailleurs de revendre aussi le surplus d'électricité. Donc à l'heure où effectivement le coût du transport de la tonne de déchets vers le continent nous paraît au cœur de tous les débats, je vous laisse éclairer tout ça avec vos invités. Eh oui, avec le débat. Merci beaucoup Marie-Jo. On se retrouve nous demain et ce soir, les téléspectateurs vous voient avec Célia Pétrogne pour le rendez-vous avec Rina Toufrassati. Très bien, les rendez-vous et voilà. Allez, c'est mardi. Le mardi, on voyage, on s'évade grâce à Dakou et Daltro. Et aujourd'hui, nous faisons la connaissance de Jean-Baptiste Cabrera qui nous emmène sous le soleil de Dubaï. On regarde. Je suis parti faire une partie de mes études doctorantes au Liban et le fait d'avoir eu ces 3 ans d'études dans un pays arabe, j'ai été engagé sur une mission au Qatar. J'ai commencé donc à osciller dans ces pays entre le Qatar et les Émirats, puis le Koweït, l'Arabie Saoudite et le Sultanat d'Oman. Bon, vous savez, Dubaï, c'est quelque chose... Dubaï est conceptuel, certes, ce serait l'équivalent d'un New York avec 45 degrés. C'est une ville moderne, c'est une ville propre, c'est une ville où il est agréable de vivre. Hein. Vous êtes au courant que le Louvre a ouvert à Abu Dhabi il y a quelques mois. Donc on a en plus maintenant une possibilité d'évasion culturelle qu'on avait moins à l'époque. Mais ça reste quand même quelque chose d'artificiel. Hein. On est dans une oasis artificielle qui, avant 1971, n'existait quasiment pas. Alors, moi, je suis downtown. Downtown étant la partie qui est Burj Khalifa, donc la fameuse tour de Dubaï qui fait 896 mètres de haut. Dubaï est à faire pour les enfants, pour les amis, pour ce qu'on veut. Il y a une vraie vie. Il faut sortir aussi des préjugés et des carcans médiatiques qui pensent que Dubaï est une ville tellement musulmane qu'on ne peut pas boire, on peut faire tout ce qu'on veut à Dubaï dans la limite du respect de la ville. Alors revenir en Corse, c'est quelque chose qui fait toujours rêver, hein, c'est certain, surtout quand on y est né, quand on a vécu là-bas. Et je pense qu'à terme, ce serait quelque chose de tout à fait envisageable. Je prends plaisir à y retourner tous les 2 mois, quand même. J'ai besoin d'y retourner. De toute manière, on est attaché à notre terre de manière... ça n'a pas de nom, l'attachement qu'on a, surtout quand on y est né, quand on y a grandi. Pour l'instant, dans mon secteur d'activité, j'aurais très peu de perspectives de travail sur l'île. J'embrasse fort mes parents, mon neveu Jean-Baptiste qui a le même prénom que moi, et mes grands-parents, et voilà. Allez, il est 12h35 et c'est l'heure du débat de Vianova. Allez, faire mieux avec moins, c'est le principe de l'économie circulaire qui prévoit entre autres des territoires zéro déchet. Alors cela va peut-être faire sourire en ces temps de crise qui s'éternisent, mais des initiatives se concrétisent un peu partout en Corse pour valoriser ces déchets que l'on ne voudrait
plus voir. Pour en parler, nous accueillons Magali Goïs de l'asso Chuper La Reina. Bonjour Magali. Bonjour. À vos côtés, Jean-Pierre Angelini de l'association Plastic Corsica. Bonjour. Bonjour. Et Stéphanie Clavry, chef du service tri et valorisation de l'ACAPA, le pays ajaccien. C'est bien ça. Bonjour. Ça. Allez, Stéphanie Clavry, on commence avec vous. L'ACAPA est engagée depuis 2015 dans un dispositif, un plan zéro déchet, zéro gaspillage. Elle fait partie des 153 territoires engagés dans cette démarche. Ça représente à peu près 33 millions d'habitants. Alors on va parler modestement, si vous le voulez bien, de la Corse, voire même de la région ajaccienne. Faut-il être à chaque fois au pied du mur, dans l'urgence, pour que les prises de décision et la prise de conscience s'opèrent? Alors, est-ce que c'est un moteur, finalement, l'urgence, alors qu'on aimerait bien anticiper? C'est pas un moteur, mais ça aide à faire réagir pas mal de monde, c'est certain. Après, c'est un sujet sur lequel nous, on travaille depuis 2005. Tout ce qui est prévention, valorisation des déchets, c'est quelque chose qui est en cours chez nous depuis longtemps. Après, on va pas se mentir, chaque crise nous aide à rallier de nouveaux trieurs et à avoir de nouvelles prises de conscience. Et la crise rassemble. La crise rassemble, c'est exactement ça. On l'a subi de plein fouet sur notre territoire, mais malgré tout, ça a permis d'ouvrir les yeux à pas mal de monde sur, effectivement, le tri, ça sert à quelque chose. Effectivement, on est un territoire où il y a beaucoup à faire, mais où il est nécessaire d'agir. Quels sont les grands principes de ce dispositif zéro déchet, zéro gaspillage? C'est un programme qui a été proposé par l'ADEME et par l'État, qui permet en fait aux territoires labellisés de bénéficier de financement et d'aides techniques pour pouvoir aller sur tous les sujets qui entourent le déchet. Jusqu'à maintenant, c'était des programmes qui étaient soit sur le tri, soit sur la prévention, c'est-à-dire agir avant l'acte de jeter. Ce programme-là, il permet de couvrir tous les dispositifs qui peuvent exister et nous permettent à nous d'aller plus loin sur nos démarches. Ça va de changer la tarification à l'usager jusqu'à mettre en place de nouvelles collectes, jusqu'à travailler avec des institutionnels ou des professionnels qui n'étaient pas jusqu'à maintenant nos partenaires. Ça couvre vraiment tous les volets du déchet et ça nous permet d'aller plus loin dans toute notre démarche. Allez, on reviendra sur les déclinaisons concrètes. Oui. Quelques chiffres. Selon le rapport de l'ADEME, en 2016, la Corse a enfoui 172 000 tonnes de déchets résiduels à 330 € la tonne. Faites le compte, c'est pas mal. Oui. Le tri ne représente que 7%, on est à 37% au niveau national et un habitant produit 686 kilos par an de déchets ménagers et assimilés. Magali Goïs, on est quand même loin d'un territoire exemplaire. Oui, il faut voir d'où on vient. Oui. C'est-à-dire qu'il ne serait-ce qu'à 4-5 ans, on était au tout enfouissement. C'est pour ça qu'on avait créé l'asso Chuper La Reina à l'époque, pour dénoncer que l'ensemble des ordures ménagères arrivaient en vrac être enfouies à Talone. Depuis, le site de Talone a fermé. Il y a une remise en cause de la gestion générale des déchets et on a abouti à un choix politique qui s'est fixé sur le tri à la source. Donc, pour vous dire que ce n'est pas en 4 ans qu'on peut rattraper 30 ans. Néanmoins, il faut aussi voir par rapport au contexte. Oui, le tri a augmenté entre 2015 et 2016 de 25%. Donc, oui, parce qu'on n'est pas à 7%, on est bien à 27%. Oui. Donc, il faut voir aussi le contexte. Vous parliez tout à l'heure, justement, on était dans les coulisses, mais on avait l'oreille... Alerte, attentive. On a vu que vous n'êtes pas venu. On attendait un signe, qu'on attend toujours. Et bon, ça fait partie du direct, les joies du direct. Oui. Donc, les joies du direct et l'intervention de Jean-Martin Mondolande par rapport à l'incinérateur d'ici les Moulineaux. C'est pas le même contexte. On ne peut pas comparer la Corse avec ici les Moulineaux. On parle d'un incinérateur là-haut qui fonctionne avec plus de 500 000 tonnes par an. Ici, on dépasse les 200 000 tonnes sur l'année. Avec la part de tri, ça nous revient à 170 000 tonnes. Donc, autant vous dire qu'une usine de ce type ne peut pas fonctionner. Et qu'en plus, si on mettait une usine de ce type au niveau de la Corse, il n'y en aurait qu'une. Toutes les ordures seraient concentrées sur ce site. Ça provoquerait, je pense pour les riverains du site, quelque chose de pas très, très agréable. Mais même, admettons que l'incinérateur soit très propre, ça bloquerait tout le tri parce qu'il faudrait amener de plus en plus de poubelles, voire même importer des poubelles d'ailleurs pour alimenter l'incinérateur. Donc Magali, on va rester sur le sujet de l'économie circulaire par rapport au travail que fait votre association. Tout à fait. Elle est engagée, je crois, dans le compostage, c'est ça, pour la valorisation des déchets. Alors, l'asso Chuper La Reina fait toujours partie du collectif Zéro Waste qui est pour augmenter la part de valorisation matière des déchets. Donc plus on trie et moins il y a de déchets après terminaux à traiter.
Après, donc tout ça, les filières de tri, ça amène un recyclage, une réutilisation ou un reformatage, du moins des déchets. Donc on sort les déchets de leur destin d'être détruits pour en faire autre chose. Et à partir de là, on les valorise, parce que la matière n'est pas perdue. Donc peut-être mon voisin va en parler aussi dans sa branche, dans son projet. Mais quand même, il faut savoir que maintenant en Corse, c'est le Civadec toujours qui a la compétence de valorisation des déchets. Et tous les déchets, il faut sortir aussi du préconçu de dire oui, mais moi je ne vais pas trier parce qu'après ça va tout dans le même camion. Vous ne voulez vraiment pas nous parler du compostage? Oui, j'arrive. J'arrive. On n'a pas beaucoup de temps, c'est pour ça. C'est la transition. C'est les joies du direct. C'est les joies du direct. Donc toutes les filières, en fait, les déchets vont être réutilisés, dont les fermentescibles qui peuvent être utilisés pour le compostage, entre autres. Donc, avec le compostage, le compostage, oui, il faut bien comprendre que pour avoir du bon compost, il faut que les fermentescibles, c'est-à-dire tout ce qui est pourrissable dans votre poubelle, tout ce qui est déchets alimentaires, déchets de cuisine, il faut que ce soit trié en amont. Ça, c'est pour les poubelles des particuliers. Parce que si vous mélangez tout, vous mettez dans la poubelle, et que vous espérez que ce soit trié après, au bout de 3-4 jours, tout est pourri, donc il n'y a plus rien à récupérer. Voilà. Donc, il faut trier en amont. Vous êtes chez vous, vous avez votre composteur dans le jardin ou un composteur collectif. J'espère qu'ils vont se multiplier dans les milieux urbains. Et donc, vous amenez vos fermentescibles dans le compost, au-dessus, et au fil des semaines, à la fin, vous avez un joli terreau que vous pouvez utiliser pour votre jardin. Si vous êtes professionnel, vous avez des filières, dont une fabrication de compost bio. Très bien. Qu'on ne va pas citer parce que c'est juste une boîte privée. Mais néanmoins, on peut faire du compost bio à partir seulement de déchets verts et de produits agricoles. Voilà, ça intègre un schéma vertueux en tout cas. Tout à fait. Vous ne pourrez pas utiliser vos produits de cuisine parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Autant si vous ne mangez pas trop bio, le compost ne pourra pas être classé bio. Mais si ce sont des déchets verts uniquement, si ce sont des produits, des sous-produits agricoles, quand vous faites du vin, par exemple, vous avez le marc de raisin, il faut bien le mettre quelque part. Il sert pour faire du compost également. Et après, votre compost bio pourra être utilisé chez l'agriculteur, dans les cultures végétales, y compris les agriculteurs bio, qui n'auront pas, du coup, à faire venir des engrais du continent pour les bio ou à faire venir des engrais chimiques, c'est encore pire pour ceux qui ne sont pas encore en bio. Merci beaucoup Magali. Jean-Pierre, Angélie. Alors vous, rien ne se perd, tout se transforme et c'est le cas pour le plastique. Alors le plastique, aujourd'hui, une usine plastique fonctionnelle qui accepte tout type de plastique, il faut un bassin de vie de 6 millions d'habitants pour l'amortir. Donc c'est un peu comme le problème de l'incinérateur. Il faut un bassin de vie énorme que nous n'avons pas en Corse. Et la Corse a d'autres handicaps. L'insularité, une zone de montagne, une faible densité de population, la région la moins industrialisée de France, la région la plus pauvre de France. Et si on se prend comme objectif une économie circulaire adaptée, tous ces handicaps peuvent devenir nos atouts. Donc monter une véritable filière de valorisation des déchets, le plastique bien sûr, mais aussi le métal, le bois, le compost, ça permettrait non seulement de créer de la richesse localement, mais en plus de résoudre le problème des déchets. Concernant les déchets plastiques, si on fait un tri et même un surtri à la source, c'est-à-dire que quand Florian parlait de l'exemple de la bouteille d'eau c'est un corps en plastique en PET, un bouchon en PEHD, une étiquette qui peut être en PVC, en papier. Mais c'est pas le même plastique. Il faudrait même trier la bouteille en elle-même. Il faut trier tous ces plastiques-là. Ça, c'est le travail que je vais essayer de mettre en place avec l'association Plastic Corsica. Une fois qu'on arrive à séparer tous ces déchets, on va pouvoir les valoriser et fabriquer des produits avec. Et ces produits, ça peut être du mobilier, ça peut être des jardinières, ça peut être des pots de fleurs, ça peut être des jouets, ça peut être tout un tas de choses. On ne va pas ici décrire tout ce que l'on peut fabriquer à base de plastique. Mais on peut en faire beaucoup. On peut en faire beaucoup et tout ce que l'on fabrique localement, on n'aura pas besoin de l'importer. C'est-à-dire que là, c'est encore plus écologique puisqu'on économise sur le bilan carbone. On ne fait pas venir des matières transformées du continent en bateau. Mais quand je dis du continent, des fois, c'est de Chine. Oui, on rentre là dans la phase d'éco-conception des produits. Exactement. Alors justement, par rapport à l'éco-conception, Stéphanie, est-ce que vous parlez aux représentants des grosses filières économiques? Je veux parler des professionnels du tourisme, du BTP, mais aussi des agriculteurs, qui sont, entre guillemets, les industriels de l'île. Et l'effort doit aussi passer par eux.
Alors, à l'heure Presque actuelle, surtout. Mais nous, on travaille pour l'instant principalement avec les grandes surfaces, qui sont eux les revendeurs, et qui sont très demandeurs justement d'actions qu'ils peuvent mettre en place pour aider l'usager à bien choisir, on va dire, ces produits. On travaille un petit peu avec la filière touristique, mais là, ça va plus être sur les restaurateurs et un petit peu sur les hôteliers. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas beaucoup de contact avec tout ce qui est filière agricole, mais plutôt dû à notre bassin de vie qui n'est pas forcément le plus achalandé là-dessus. Mais on travaille avec les professionnels justement pour voir comment les aider à eux, les accompagner, pour qu'après, les consommateurs aient à leur disposition les choix possibles. Alors, par exemple, pour la grande surface, grande et moyenne surface, l'idée, c'est quoi? C'est d'instaurer des bonnes pratiques. C'est ça. Qui sont, par exemple? De demander moins d'emballage, par exemple? C'est ça, vous avez une grande surface sur le pays ajaccien qui propose à ses clients de venir avec leur propre contenant pour choisir leurs fruits et légumes. Ils peuvent arriver avec leur sachet plutôt que de prendre le sachet plastique. Ils peuvent arriver avec leur tupperware pour acheter leurs poissons. Il y a vraiment une volonté de leur part de diminuer leurs déchets. Ils sont assez preneurs d'expériences qui se font ailleurs, d'accompagnement de notre part sur comment les aider, comment donner le bon message à leurs clients, parce que jusqu'à maintenant, ils sont un peu diabolisants en disant nous, on achète ce que vous nous mettez à disposition. Et ils veulent montrer vraiment que c'est un choix du consommateur, qu'on a la possibilité d'acheter autrement, que c'est à nous de choisir. Et on va les aider là-dessus en essayant de mettre les bons messages dans les rayons pour que le client puisse voir ce qui est le plus vertueux comme achat. La clé, c'est quand même la pédagogie, l'information, la sensibilisation. Oui, c'est la base de tout. C'est-à-dire que c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Il y a encore tellement ce message qui est dit « moi, je trie pas, ça sert à rien, tout va au même endroit ». C'est un petit peu la facilité, c'est-à-dire que c'est une façon de dire c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, c'est que ça sert à rien. Et nous, c'est vraiment notre but, c'est vraiment de montrer que ça sert à quelque chose, d'expliquer pourquoi c'est intéressant, enfin pourquoi c'est nécessaire de faire le tri, pourquoi c'est nécessaire de changer son mode de consommation. Et c'est là où c'est compliqué, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on était présent sur l'usager quand il sortait sa poubelle, et maintenant on doit intervenir sur quand il achète. Ouais. On doit vraiment changer de volet. Il faut prendre le problème à la base. Il faut prendre le volet à la base, et c'est très compliqué. C'est pour ça aussi qu'on a changé Enfin, pas qu'on a changé, on a étendu nos partenaires. Alors, si on ne se sent pas particulièrement vertueux, peut-être que l'argument économique peut faire pencher la balance. Parce que le déchet non valorisé va coûter, alors que le déchet valorisé va rapporter de l'argent. Et de l'argent et aussi des emplois. Trois emplois pour un déchet valorisé contre un seul pour un déchet enfoui. Alors ça ne profite peut-être pas aux mêmes personnes, mais bon, c'est quand même important de le dire. Sur l'argument économique, Magali. Oui, tout à fait. Donc on passe d'un déchet qui est un coût pour la collectivité et donc pour le contribuable, à un déchet qui va ramener une valeur ajoutée. Alors pour le moment, il faut quand même savoir que les entreprises qui traitent les différents déchets issus des filières de tri sont toutes situées sur le continent, à part le compostage. Donc il y a peut-être un effort à faire aussi là-dessus. Mais c'est vrai que le bilan est positif. D'ailleurs, au niveau national, au niveau européen, c'est la voie qui est tracée. C'est l'optique, c'est vraiment la valorisation matière pour faire des économies, parce qu'après, vous n'avez pas à ramener encore de la matière première pour fabriquer. C'est ça. Donc, c'est vraiment du tout bonus et du gagnant-gagnant, le tri. Alors, en Corse, Jean-Pierre Angelini, je crois qu'il y a 20 vous me dites si je me trompe, 20 filières sont valorisées. Ça va du verre au bois en passant par les bouteilles de gaz. Vous, votre idée, c'est bien de valoriser ici sur place pour participer à l'économie circulaire. Mon travail actuel, c'est de créer des filières qui actuellement n'existent pas. C'est-à-dire qu'en plus de ces 20 filières, c'est créer une filière de valorisation du plastique, par exemple, une véritable filière de valorisation du métal également. Quand on parle, vous avez cité notamment 330 € la tonne de déchets enfouis. Il faut savoir que si on prend le cas de l'aluminium, c'est-à-dire les canettes de soda, de bière, etc., ça doit représenter à peu près 2000 tonnes en Corse du Sud par an. Une tonne d'aluminium rapporte 1650 €. Aujourd'hui, on paye 330 € pour l'enfouir. Oui. C'est-à-dire qu'une tonne par mois, c'est un salaire. Oui. Donc là, c'est très clair. 2000 tonnes, c'est 2000 salaires.
Magali. Oui, et puis après, il ne faut pas oublier, il n'y a pas que le coût à la tonne. Le coût à la tonne, c'est l'immédiateté. Et si vous prenez l'enfouissement, vous aurez aussi le coût du suivi du site, qui dure 30 ans après le dernier enfouissement. Vous avez un suivi trentenaire après la fermeture des décharges. Donc vous avez un coût aussi par rapport à ça. Et enfin, vous avez le coût lié aux dégâts qui sont causés sur l'environnement, qui là aussi n'est pas chiffré dans les 300 € la tonne. Donc en fait, le coût, lorsqu'on ne fait pas le tri, il est énorme pour la société. Oui, il y aurait encore énormément à dire sur le sujet, mais il ne reste pas beaucoup. Il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, Stéphanie, Magali, il vous reste 1 minute pour conclure sur la question objectif zéro déchet en Corse. Est-ce mission impossible, Magali ? Il n'y a pas de mission impossible, il n'y a que de l'envie, de la motivation. Et en tout cas, il faut continuer à faire progresser les chiffres. Il faut continuer, vous y participez, à cette prise de conscience générale pour dire, bon, maintenant, il faut arrêter de jeter votre argent par les fenêtres, parce que c'est ça le problème. Et arriver à trier pour revaloriser ce que vous n'allez pas jeter. Stéphanie ? Exactement. Territoire zéro déchet, je pense que zéro déchet peut-être pas pour tout de suite, mais effectivement je pense qu'on part de loin et qu'on a beaucoup à faire. La volonté y est, on a pas mal de partenaires, donc je pense qu'il faut y aller et qu'il faut montrer aux gens qu'effectivement c'est nécessaire et c'est urgent. Jean-Pierre, vous avez autre mot à dire vous aussi ? Probablement, oui. Je pense que l'économie circulaire, c'est de transformer nos faiblesses en notre force. D'accord. Si on arrive à faire ça, la Corse a gagné. Donc c'est possible ? Oui. On est d'accord. C'est un beau message. C'est un beau message. Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. On a passé un très bon moment. On a appris plein de choses. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais malheureusement, on reviendra peut-être. Vous reviendrez. Voilà, vous reviendrez et on en reparlera. Vous êtes un spécial déchet, ah oui. C'est toujours un plaisir. Bon, allez, nous, on va se retrouver pour la 3e et dernière partie de Vianov avec les 3 mousquetaires de la culture. Xavier Haff, Michael Petrichol et André Paldatch pour le cinéma, la littérature et bien sûr la musique. À tout de suite. À tout de suite. Yes, I did.